Oui, le pétrole à plus de 100 dollars. Est-ce que c'est parti pour durer? C'est évidemment la question que tout le monde se pose et que je vais poser à mon invité ce soir. Bonsoir Jean-Louis Chilansky, Bonsoir. président de l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP. Alors, on a déjà un litre de sans-plomb proche du plus haut de 2008, puisqu'on est à peu près à 1,46 €. Avec ce baril à plus de 100 dollars, ça va mettre le prix, très concrètement pour ceux qui nous écoutent, le prix à la pompe à combien? Aujourd'hui, on a la répercussion presque complète des 100 dollars dans le prix à la pompe. Donc si le prix du brut ne bouge pas, on sera dans une certaine stabilité au niveau élevé, mais pas au niveau record qu'on a connu en 2008. 1,48 à peu près en 2008. Pour le samplon 95, le gazole est beaucoup moins cher, aux alentours de 1,26. Et le diesel, c'est quand même 75% du parc en France, faut le Absolument. rappeler. Est-ce que ça va rester au-dessus de 100 dollars de façon durable ou pas? Aujourd'hui, la tendance, elle est haussière. Elle est haussière tout simplement parce que la demande de pétrole brut mondial est en augmentation. En 2010, on a consommé 3% de plus qu'en 2009. En 2011, on va certainement consommer 2% de plus qu'en 2010. Et donc, la tendance est à l'augmentation. Là, c'est poussé par la Chine, par Absolument. l'Inde et tous les émergents. Absolument. Ce sont ces pays-là qui sont en pleine croissance. La croissance économique de la Chine l'année dernière, c'est plus 10%. Et avec la croissance économique, c'est la consommation de pétrole qui augmente. Et il y a un impact direct, vous le montrez avec votre étude annuelle qui a été remise aujourd'hui, il y a un impact direct sur la façon de se comporter des automobilistes français, pour le coup. C'est-à-dire que dès que le pétrole rebaisse et que le prix devient plus accessible, on reprend la voiture. Alors c'est vrai, enfin, c'est une façon de le dire. Mais disons qu'on l'avait vu autrement. En 2008, il y avait eu un vrai choc. Quand les prix ont atteint des niveaux records. C'est à l'époque où Christine Lagarde nous disait de prendre le vélo. Voilà, exactement. mais effectivement, les gens ont moins pris la voiture. Les gens ont roulé moins vite, ils ont fait plus attention, et on a vu en 2008 une chute de la consommation de 2,5% par rapport à 2007. Ça, c'était du jamais vu. Oui. Et là, ça ne s'est pas retrouvé en 2010. Alors, depuis 2008, on est dans une forme de stabilité. En 2010, on est égal à la consommation de 2009. Donc, il y a eu un décrochement en 2008. Et puis ensuite une stabilité. On voit dans cette étude que malgré tout, c'est compliqué, astreignant de ne pas prendre la voiture et de changer ses habitudes. Oui, alors ça c'est pas tout à fait ça. En 2008, les automobilistes ont dit on prend moins la voiture et ça ne nous embête pas. Oui. Aujourd'hui, ils disent on prend peut-être un petit peu moins la voiture et ça commence à nous embêter. Ça veut dire qu'on atteint des couches de population ou des types de consommation qui commencent à ressentir le fait que pas prendre la voiture, c'est embêtant. Ça veut dire qu'on a fait le gros de la baisse de la consommation et que là, on ne pourra plus descendre, même si le pétrole remonte et le J'ai l'impression qu'on est à un niveau de consommation relativement stable depuis 2 ans. Alors, on verra si jamais les prix venaient à flamber, mais je serais étonné de voir un décrochement soit vers le haut, soit vers le bas. C'est votre scénario ou pas pour 2011, le prix du baril de pétrole? Plus de 100, parce que vous dites la tendance est haussière, mais jusqu'à combien et dans les mois qui viennent? La grande incertitude, c'est la situation géopolitique. La grande incertitude, c'est ce qui se passe en Égypte, et surtout, s'il risque d'y avoir un effet domino à partir de l'Égypte. C'est la contagion Tunisie-Égypte qui a beaucoup inquiété les marchés et qui a fait que les prix qui commençaient à se tasser un peu la semaine dernière sont repartis à la hausse. Donc, flamber des prix du pétrole ou pas, c'est vraiment ce qui va se passer au Moyen-Orient qui va le dire. Et c'est possible, on peut aller jusqu'à combien sur un événement comme ça géostratégique? Écoutez, je ne crois pas qu'on atteigne les niveaux records qu'on a connus en 2008. On était monté à 145 $ le baril, aujourd'hui on est à 100 $ le baril, c'est très élevé, mais on est très loin des prix records. Je ne pense pas qu'on ira vers 145 $ le baril, mais on est dans des prix soutenus. Ouais. Il y a un autre phénomène, Jean-Louis Chilansky, autour du pétrole et plus globalement autour des matières premières en ce moment. C'est l'effet spéculatif, la bulle autour de ces matières premières. Ça touche le pétrole ou pas? Alors, la question de la spéculation, c'est une grande question. Moi, si vous voulez, le problème du mot spéculation, c'est qu'on entend derrière manipulation. Or, il n'y a pas de manipulation du marché du pétrole. C'est un marché bien trop important pour qu'il soit manipulé. C'est des dizaines de milliards par jour qui s'échangent sur le pétrole. Par contre, c'est vrai que les mouvements financiers amplifient certaines tendances. Et donc, les opérateurs anticipent soit la hausse, soit la baisse. Mais quand c'est venu à la baisse, le prix du pétrole a été divisé par 3 en l'espace de quelques mois. Donc, c'est pas de la spéculation à la hausse tout le temps, c'est pas vrai. Il y a des opérateurs financiers, mais c'est fondamentalement les équilibres offre et demande qui guident le marché avec une amplification. C'est le juste prix.
Bah, c'est le prix du marché. Oui. Vous voyez, c'est le prix qu'aujourd'hui qu'un acheteur achète, qu'un vendeur vend. C'est le prix du marché. Et il n'est pas dit du tout, hein, seulement pour conclure sur ce petit sujet, ce grand sujet, que s'il y avait uniquement des marchés physiques, on n'aurait pas plus de volatilité qu'on en a aujourd'hui. On va voir ensemble, Jean-Louis Chilansky, évidemment, le bilan aussi des derniers mois de l'année 2010, parce que l'industrie pétrolière a été un peu secouée par les grèves, on s'en souvient. Mais déjà, en ce moment, on a une grève qui touche les ports. Et on a la Cour des comptes qui, mardi, va épingler particulièrement le port de Marseille. Les industriels du pétrole, dans quelle situation sont-ils? Quelle est votre position par rapport à ce qui se passe dans nos ports français? Écoutez, je vais vous dire très simplement, en tous les cas, en ce qui concerne Marseille, l'industrie pétrolière est en otage. Tout simplement. Il y a 6 raffineries françaises qui sont approvisionnées par le port de Marseille. C'est le plus grand port pétrolier de France. C'est 40% de l'approvisionnement du pays. Et une grande partie de l'approvisionnement en produits pétroliers qui sont vitaux pour notre pays passe par le port de Marseille. Alors vous imaginez que la situation de grève perlée, d'arrêt, c'est une situation qui est franchement inacceptable pour nous. Et vous passez par d'autres ports du coup? Mais on ne peut pas. Vous pouvez pas. On ne peut pas. Parce que à partir de Marseille, vous approvisionnez les raffineries de l'Étang de Berre, les 4, puis ensuite vous approvisionnez la raffinerie de Lyon, la raffinerie d'Alsace. Il n'y a pas d'alternative au port de Marseille. Cette situation-là, on ne peut pas vraiment la changer, mais par contre, il faut rendre le port de Marseille plus fiable. Donc service minimum? Absolument. C'est ce que nous demandons. On demande un service minimum de façon à ne pas atteindre le pays, de façon à ce que les raffineries puissent continuer à tourner, de façon à ce qu'on puisse délivrer de l'essence aux automobilistes. Oui. Si on assèche le port de Marseille, ce qu'on a vu en octobre dernier, d'un seul coup, c'est tout le système qui étouffe. Et le fait que ce soit des grèves perlées, en revanche, vous prémunit d'un risque de pénurie? Alors, en ce moment, on n'est pas du tout dans la situation d'octobre. En ce moment, on a des grèves perlées, des grèves, des retards, des choses comme ça sur le port de Marseille. Ça n'est pas dramatique. Ça coûte beaucoup d'argent parce que les navires planchent, ils attendent de charger, de décharger, ce qui est épouvantable. Mais on n'est pas dans la situation d'arrêt ou même de diminution des rythmes de traitement des raffineries. Mais ce qui n'est pas supportable, franchement, c'est le fait que d'un seul coup, juste 2 mois après une grève terrible, on recommence et qu'apparemment, on ne peut rien y faire, quoi. Alors le mouvement contre les retraites et les grèves de la fin de l'année dernière, on se souvient des pénuries qu'on avait connues à l'époque, ça vous a coûté très cher à l'industrie pétrolière. Oui, ça nous a coûté très cher parce que la combinaison de la grève du port de Marseille et ensuite de la grève et des arrêts dans les raffineries a fait 2 choses. D'une part, il y a un nombre considérable de navires qui sont restés, non seulement à Marseille, mais dans les autres ports, en rade, c'est le cas de le dire, donc ça coûte chaque jour où ils ne déchargent pas. Et puis d'autre part, les raffineries sont venues à l'arrêt, et donc il a fallu avoir les dépenses, en quelque sorte, sans avoir les traitements et les recettes. Et dans l'ensemble, ça nous a coûté 230 millions d'euros sur un mois. Et ça peut se répercuter sur le prix à la pompe ou pas? Non, si vous voulez, il y a eu une petite répercussion sur le prix à la pompe qui venait du fait qu'on a importé des produits. Donc on a eu des surcoûts. On a importé des quantités considérables de produits pour les automobilistes, de 100 000 tonnes jour. Mais ces surcoûts ont vite disparu lorsque la situation est redevenue normale. Alors le problème aussi pour l'industrie pétrolière, c'est qu'en même temps, vous avez un peu de mal à faire pleurer sur le sort des grands noms, et notamment de Total, qui fait toujours partie des plus gros résultats et des plus gros profits du CAC 40, si ce n'est le plus gros profit. Donc le message, il est un peu brouillé. On se dit, il y a de la marge pour pouvoir amortir les chocs. Le message, il est brouillé parce qu'il faut bien comprendre, je crois, une chose. C'est que dans une société pétrolière, et Total comme les autres, Total n'est pas un cas particulier, il y a 2 grandes activités. Il y a l'activité de recherche et d'exploitation du pétrole brut. Et ça, quand le pétrole brut augmente, les résultats augmentent. Il n'y a pas de question. Mais par contre, toute l'activité dite aval, c'est-à-dire à partir du moment où on prend le pétrole brut, on le traite, on le raffine, on le distribue, ça c'est tout à fait autre chose. Et c'est l'essentiel de notre activité en France. Et cette activité-là, je peux vous dire, elle ne se porte pas bien. L'an dernier, il y a eu donc 500 stations-service adhérentes de l'UFIP qui ont fermé boutique. Dans le même temps, il y en a 30 qui ont ouvert dans les centres commerciaux. C'est vraiment ça la concurrence aujourd'hui. Vous n'êtes plus rentable par rapport aux stations-service de supermarchés. Ça, c'est pas un phénomène vraiment nouveau. Il y a une concurrence effrénée sur le marché de la distribution cette fois entre les réseaux traditionnels, enfin les stations classiques, et puis les réseaux de la grande distribution. Il y a une concurrence à la fois sur les prix, à la fois sur les services. Et aujourd'hui, c'est 60%
des volumes des stations-service qui passent par la grande distribution et 40% par les réseaux UFIP et autres. Et alors, il faut sauver ce réseau? Écoutez, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des problèmes, notamment dans les zones rurales, pour trouver de l'essence ou du gazole. Donc les gens, les automobilistes sont obligés de faire des kilomètres parce qu'ils ne trouvent pas de station-service. Donc je crois qu'il y a une limite quand même. Il y a des fonds qui ont été mis en place pour éviter cette désertification du réseau, mais c'est un sujet vraiment difficile parce que d'un côté, l'économie conduit effectivement à une diminution du nombre de stations. Et vous ne nous avez pas parlé pour l'instant de la TIPP et des différentes taxes sur le litre de carburant. C'est vrai. En général, ça vient assez vite avec la difficulté à justement aménager le territoire. Ouais. C'est vrai, en plus de l'effet du prix du pétrole brut sur le prix des carburants, on a eu en France, au début de cette année d'ailleurs, une augmentation de la TIPP régionalisée. C'est-à-dire que 17 régions sur 22 sont allées au taquet en quelque sorte sur la TIPP, la part régionale de TIPP, et nous estimons que l'impact sur le prix du carburant est de l'ordre d'1 centime d'euro du litre. Vous avez une chance de vous faire entendre pour essayer de réduire ce que certains appellent le siphonnage de l'État dans les réservoirs des carburants? Je crois qu'il faut être vraiment réaliste, même si on le demande. Oui. L'état des finances publiques fait qu'il est très peu probable que le gouvernement touchera aux taxes sur les produits pétroliers. C'est un revenu extrêmement important pour l'État, de l'ordre de 27-28 milliards d'euros par an. Merci beaucoup Jean-Louis Chilansky, président de l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. Merci.